Davey Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue tout le monde à cette énième émission de Vivre Ensemble. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à cette émission Oriana Gambirango, activiste, militante, politicienne, mère. Bienvenue ma chère et bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Allez, alors on est dans le confinement, déconfinement. La COVID-19 s'est invitée dans nos murs depuis quelques temps maintenant. Et ma première question à tous mes invités, c'est de savoir comment est-ce que vous avez vécu cette période de confinement, cette période de COVID-19 et comment est-ce que vous pensez vous en sortir? Ça s'est passé comment, Oriana? Mon Dieu, c'est beaucoup de questions à répondre sur un événement qui n'est même pas encore fini aussi, dans lequel on vit encore. Moi, je dirais, j'ai vécu beaucoup de cycles. L'euphorie, oui. Donc un peu l'excitement du nouveau, de ce que ça peut amener comme changement, du temps de pause que ça nous donne pour réfléchir à réellement qu'est-ce qu'on veut faire, du temps que ça nous donne pour être avec nous, mais ce temps que ça nous donne d'être avec nous, c'est aussi le temps où on rentre dans une réflexion avec nous-mêmes. Donc, ça peut être très difficile de réaliser qu'il y a des choses qu'on n'aime pas de nous, il y a des choses qu'on n'apprécie pas. Comment est-ce qu'on les accepte? Comment est-ce qu'on travaille pour les accepter ou aussi améliorer tout en les acceptant et ne pas s'en vouloir? C'est du temps aussi pour les gens avec qui on vit. C'est un test de relation. En famille, c'était comment? Donc, en fait, moi, j'ai une adolescente de 16 ans, donc c'était déjà tendu avant COVID, être pris ensemble comme ça dans la maison. Au départ, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment on joue presque un rôle. C'est comme si on est pris et on veut absolument que ça marche. Donc, on évite les discussions, on fait très attention, on vit pas réellement ensemble pendant ça. On ne mange pas sur les plates-bandes des autres. Exactement. On s'évite jusqu'à ce que ça fait 2 mois. Et là, il y a une explosion et on se retrouve à devoir adresser certains sujets, à devoir communiquer, à devoir réellement vivre ensemble, à dire « Ah, en fait, c'est pas fini et on est pris comme ça pour un bon bout de temps. » Donc, comment est-ce qu'on vit ça? On met des nouvelles pratiques en place. Comment est-ce qu'on se communique Comment est-ce qu'on se communique quand on trouve que quelque chose ne va pas? Ou comment est-ce qu'on communique quand le niveau de colère monte trop haut? Mais tout était presque arrêté, tout est bloqué. On pouvait que sortir pour une marche et encore. Mais d'habitude, on peut prendre un échappatoire qu'à l'intérieur, on sort. Mais là, fallait vivre toutes les crises à l'intérieur. Surtout qu'habituellement, on se voit le matin. On se revoit plus avant le souper et dormir. Donc, on prend pas on prend pas ce temps de vraiment adresser le fond des choses. On est tout le temps à la surface. C'est ce que je me suis rendu compte. Même si avec ma fille, je pensais qu'on avait vraiment des conversations significatives, importantes. Elle me suit dans mes campagnes. Elle est impliquée. J'ai réalisé que non, c'était quand même toujours en surface. On discutait pas des sujets, même philosophiques, de la vie. Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient plus importants, des moments des moments qui étaient des moments révélateurs de ce qu'on était en train de vivre pour toi? Oui, mais je pense que dès le départ. Dès le départ, quand il y a eu dès que les libertés ont commencé à être restreintes, pour moi, c'était un clic. Déjà, il y a cette crainte
OK, maintenant, on n'a plus le droit de ça, on n'a plus le droit de faire ça. Nos mouvements sont restreints. Ouais. Pour des gens qui ont été à l'international ou qui ont de la famille un peu partout, quelqu'un qui n'est pas né ici, que tu sois né ici ou que tu ne sois pas né ici, si tu as vécu à un moment ou à un autre dans ta vie à l'extérieur, tu te sens vraiment coincé, comme si on t'avait réellement enfermé dans ton logement. Les aéroports étaient fermés. Les aéroports sont fermés, on ne peut plus bouger. On travaille à partir de la maison. J'ai de la famille qui travaille en Afrique, qui vient en vacances, qui ne peut plus venir et qui envisage même laisser l'emploi en Afrique pour revenir ici s'installer parce que c'est pas... À la communauté, au sein de la communauté ici, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des gens, peut-être des gens qui sont décédés ou je pense qu'il y a eu... au sein de la communauté ici, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, qui nous ont affectés, que je te dirais en tant que militante et même, je pense que tout le monde a eu un moment où, là, c'est très important de se... Se remettre en question, peut-être? Pas de se remettre en question, mais de faire attention à soi. Oui. Donc, de regarder moi. Un éveil de conscience. Oui, un éveil de conscience. Moi, qu'est-ce que j'amène et aussi, qu'est-ce que je m'amène à moi? Est-ce que moi, réellement, je suis satisfaite dans le rôle que je suis en train de mener? Ouais. Parce que si je suis pas satisfaite dans mon rôle aujourd'hui, je pense pas que je peux amener quoi que ce soit à l'extérieur. Et je pense que ça a été ça, mes 2 premiers mois de confinement. C'est vraiment, OK, moi. C'est le meilleur moment. Je n'aurais pas... C'est tous les réunions. Toi aussi, tu es un activiste. On est tout le temps d'une réunion à une autre, d'une cause à une autre. Pas de transition parfois. Il n'y a pas de transition, pas de moment où on se parle à nous-mêmes. Oui. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu es rendu? Et c'est ce que, pour moi, j'ai apprécié vraiment des 2 premiers mois. C'était ça. J'ai dit, oh, wow! Est-ce que ça a impacté sur ta vie de militant, d'activiste? Oui. Je pense que je suis beaucoup plus concentrée. Je sais exactement... je suis beaucoup plus concentrée sur la cause, sur l'objectif que je veux atteindre et moins sur le rôle qu'il me faut tenir pour... l'obtenir, obtenir l'objectif. Pour obtenir ce résultat. Donc, je te donne un exemple. Mon but, mon objectif à moi, mon premier, c'est vraiment d'éliminer la pauvreté, où qu'elle soit. Ah oui, ça a toujours été pour toi. C'est quelque chose que ça me parle. Ton dada, ça vient te chercher. Ça vient me chercher. C'est pas normal qu'il y a de l'argent. Il y en a suffisamment pour tout le monde sur cette planète. Il y a suffisamment de nourriture. Il y a plus de nourriture qu'il y a de gens sur cette planète. Donc, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui... On n'arrive toujours pas à nourrir tout le monde. On n'arrive pas. Donc, pour moi, ça, je me focus sur mon objectif, c'est d'éliminer ces problèmes-là. Que je sois politicienne, que je sois chef d'entreprise, que je sois professeur, que je sois... C'est cet engagement-là qui t'a permis de te lancer à plusieurs reprises pour être élu... dans le quartier Vanier. Exactement. Surtout que Vanier est une des... Ottawa-Vanier est une des circonscriptions les plus pauvres. Une de celles aussi où il y a le plus haut taux d'utilisation des banques alimentaires. Bien entendu, donc, pour moi, c'est pas normal. Ça venait te chercher. Ça venait me chercher, surtout qu'il y a un des quartiers les plus riches. Les quartiers les plus riches de la ville. C'est à côté de Rockcliffe. Ça fait partie de la même circonscription. Donc, pour moi, c'est pas autant l'inégalité, c'est vraiment comment est-ce qu'on a encore des gens qui vivent en situation de pauvreté. C'est pas normal. Être riche n'est pas un problème. C'est être pauvre qui est réellement notre problème de société. Personne ne devrait être en situation de pauvreté. Et puis ça nous ramène sur cette période de confinement, des confinements. On a ce qui se passe aux États-Unis qui nous laisse pas indifférents. Et que ça affecte le Canada, ça se passe également ici. Cette mobilisation autour de Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Comment tu as vu tout ça, cette transition-là? Et est-ce que quelqu'un me disait, c'est peut-être le confinement ou déconfinement qui a créé cette révolte, ce mouvement, en disant, ça se passait avant, mais vu le fait que nous étions tous en dedans,
Alors on s'est dit, ben là, c'est peut-être une occasion de se révolter, d'arrêter que ça continue à se passer. Ouais, moi je pense pas qu'il y a eu... En fait, là je tremble. Il fait un peu froid. Je pense pas qu'il y a eu une... c'est pas une opportunité de révolte, ça a été une opportunité d'intensifier tout ce qui a amené une situation négative est intensifiée par ces restreintes-là. Oui, donc, tout le monde se sent un peu restreint dans ses libertés. Donc, tout le monde se sent un peu à cran. Oui. Donc, peu importe ce que tu avais comme colère avant, ça fait juste s'intensifier. Donc, pour moi, c'est ce qui est le reflet. Toutes ces actions-là, les meurtres qu'on a vus. Les cassages, les cassages, etc. C'est intensifié. C'est pas nécessairement relié directement, mais ça intensifie. La situation du confinement intensifie les problèmes qui étaient déjà là et n'importe quelle opportunité peut faire ressortir une colère qui n'est pas nécessairement liée à l'action immédiate. Exactement. Ouais. Et donc, avant d'aller à la pause, peut-être un mot à retenir de ce confinement, déconfinement pour toi, un aspect de tout ça. Moi, je pense qu'il faut regarder plus en général. Et pour moi, à chaque fois qu'il y a un défi qui est présenté, la première chose que je cherche, c'est où est l'opportunité et est-ce qu'il y a des problèmes que je peux voir pour lesquels je peux voir une solution immédiate. Et vraiment, où est l'opportunité? Parce que je pense qu'on a eu énormément d'opportunités dans cette crise. On voit où sont nos failles et on voit où est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, à ce moment-ci, donc, il y a beaucoup de mouvements qui se passent, beaucoup de marches, beaucoup de mobilisation, de soutien, beaucoup de restructuration au niveau des structures. Est-ce que tu restes quand même assez positif sur le demain, le post-Covid ou toute cette mobilisation-là? Je demeure positive. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de marcher. Il faut arrêter de marcher. Il faut commencer à prendre les actions réelles. Un exemple, le premier ministre qui met son genou à terre en reconnaissance du meurtre de Floyd ou même des injustices envers les Noirs, pour moi, c'est pas sa place. Vous êtes le premier ministre de ce pays-ci. Il y a des actions que vous pouvez prendre. Si vous sortez devant la foule, amenez-nous une liste de ce que vous avez fait. Maintenant, il faut arrêter de marcher. Il faut passer aux actions. Ça fait des années qu'on marche. Martin Luther King, Nelson Mandela a marché. Donc, comment est-ce qu'on peut... On a des outils assez en place pour nous permettre d'aller vers le changement qu'on veut voir de manière concrète. Et surtout, on dit qu'on ne peut pas faire les mêmes actions et espérer un résultat différent. Donc, à force de marcher, il va falloir peut-être courir, je ne sais pas. Et donc, ce qui amène encore plus à ceux qui assument des postes de leadership à être de manière plus conséquente et concrète dans des solutions. Oui, et une des solutions de base, c'est la représentation. Donc, les partis, j'ai été en politique et j'ai été au sein de différents partis. Et c'est de reconnaître que quand j'ai une circonscription où je sais que je peux gagner, mais c'est peut-être là l'opportunité de mettre un candidat qui vient de la diversité, qui va amener quelque chose de différent. Au lieu de continuer dans le statu quo, de mettre notre candidat vedette, homme blanc, à un endroit qui est assuré de gagner. Donc, parce qu'il y a beaucoup de changements à faire au niveau de la structure en politique, mais les changements concrets quand on est dans une position de leadership qu'on peut faire, c'est ça. C'est à ce moment-là. En tout cas, Oriana Birango, si tu permets, on prend une courte pause et on revient tout de suite. Donc, pour celles qui sont en train de nous écouter, ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. On continue à parler avec Oriana Birango, qui est activiste, militante, politicienne et surtout mère. Merci. Il y a des militaires dans ma famille. Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service, moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus forts que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme leur chez eux. Je suis fier d'en faire partie.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons une athlète en fitness et nous apprenons comment nous pouvons intégrer plus de légumes à notre diète. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Alors, retour après la pause avec toujours Oriana Gabirago, activiste, militante. Maman, politicienne. Exact. Et juste personne très impliquée dans la communauté. Alors là, on va parler du vivre ensemble. Vraiment, on va aller chercher des solutions concrètes. Ouais. Et puis, pour toi, donc, le vivre ensemble, s'il fallait un modèle de vivre ensemble, on est dans l'émission Vivre ensemble, il ressemblerait à quoi ce modèle-là de vivre ensemble? Donc, moi, je l'approche complètement différemment. Vivre ensemble, c'est inévitable. Donc, il n'y a pas de modèle. C'est un état d'esprit qu'on doit adopter. Ouais. Je pense qu'on est tous interreliés. Oui. Même quand on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas souvent, on a des points en commun. Il faut l'accepter. Souvent, on a des points en commun où ce qu'on n'aime pas de cette personne, c'est le reflet de quelque chose et ça nous apprend quelque chose. Donc, le vivre ensemble est inévitable. Il n'y a pas de modèle. Il faut le rentrer dans notre tête. Ouais. Et c'est une acceptance continuelle de l'autre et de soi-même. Ouais. Je pense que... Et donc, c'est dans cette acceptance de l'autre et de soi-même qu'on évolue, on travaille dans les valeurs communes. Alors. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution qui n'est pas commune. Il n'existe pas de solution individuelle et il n'existe pas non plus de problème individuel. Chaque problème devient un problème commun à un moment. Tu peux faire quelque chose que tu ne penses pas qui va m'impacter, mais qui m'impacte. Oui. Tu peux dire quelques mots qui vont m'impacter également. Donc, je pense que quand on voit... en tant qu'individu, notre impact, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement d'individu sans la collectivité. Exactement. Ouais. Donc, ça commence au niveau individuel, familial, et puis on rejoint la collectivité, on rejoint la communauté. Mais c'est un gros cercle, quoi. C'est une boucle. Tout dépend de la vision qu'on a parce que j'ai pas regardé mes chaussures, je sais pas où elles ont été faites, mais si elles n'ont pas été faites dans mon cercle immédiat, ben, ma communauté vient de prendre une expansion. Cette bouteille-là, d'où elle vient, cette eau, ça vient de prendre ma communauté, elle est mondiale, elle est planétaire, ma communauté. Parce que mon eau, même où je vais jeter cette bouteille d'eau, peut avoir un impact jusqu'en Thaïlande. C'est ça, donc... on peut retrouver la bouteille en Afrique ou en Europe ou au Pacifique. Exactement. Donc oui, ça commence par nous, je pense, par une prise, parce qu'on parle de prise de conscience. Mais la communauté, elle est réellement mondiale et c'est ce confinement-là, moi, qui me l'a fait réaliser, effectivement. C'est de réaliser que quelque chose peut partir d'un endroit et tous nous englober. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire « Ah oui, ma communauté, c'est Vanier ». Non. Ma communauté, elle est... C'est un petit point sur la Terre, dans un coin, dans un pays qui s'appelle le Canada, ou une ville qui s'appelle Ottawa. C'est un point qui peut aussi affecter tout le globe. Donc, tout ce qu'on fait au quotidien, la façon dont je respire, ce que je mange, ça a un impact globalement et c'est cette communauté qui est impactée. Alors, à ce moment-là, comme quelqu'un dit, il y a une question d'équilibre. L'équilibre, on trouve l'équilibre comment? Dans l'entre-soi? Moi, je pense que l'équilibre se trouve dans la communication parce que l'équilibre, c'est déjà... Il y a deux équilibres dont on peut parler. Il y a l'équilibre entre l'individu et la communauté globale. Cet équilibre-là, je pense qu'il se trouve dans la tête. Il faut vraiment... c'est une prise de conscience. C'est vraiment une prise de conscience que chaque action que je fais va impacter et ce qui m'impacte moi peut être l'action de quelqu'un que je ne connais même pas. Et donc, c'est là qu'on trouve cet équilibre-là. Et aussi, il faut
il faut aussi ne pas trop s'en demander, voir où on a ces forces-là, parce que, encore une fois, je pense qu'on a tous notre place. Je ne l'ai pas dit encore, mais on en parle, toi et moi, souvent. On a tous un rôle à jouer. Donc, il faut comprendre sa place et qu'on n'a pas toutes les batailles à... Non, il choisit ses batailles aussi. Oui, on n'a pas toutes les batailles à gagner. Et on doit le sentir en soi quand c'est notre bataille ou pas. Et puis, d'où l'importance d'être capable de dire, ben ça, c'est les batailles sur lesquelles j'ai envie d'investir, j'ai envie d'apprendre, de continuer à influencer les autres. Mais il y a des batailles pour lesquelles on dit peut-être c'est la bataille des autres, même si on est conscient de ces batailles-là. Exactement. Mais est-ce que c'est facile parfois à dire ça, mais quand on est sollicité souvent comme toi, activiste, politicienne et tout... Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut réellement. Oui. Et cette période qu'on a eue a vraiment été bonne pour... Est-ce que c'est facile? Oui. Oui? C'est facile de dire... ce projet-là, je n'embarque pas, cette histoire-là... parce que maintenant, je suis capable de voir tout de suite pourquoi je ne veux pas m'embarquer dans ce projet-là. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que moi, je vais apporter. Je ne vois pas qu'est-ce que ma présence va apporter. Et je pense qu'il faut aussi... Si c'est une présence de support ou de non, ou de... si c'est une... je veux dire, c'est juste un acte, faire un acte de support est suffisant. Je pense que c'est des choses comme ça que je discute, mais je suis consciente aussi qu'il faut que moi-même, je sois dans un bon état d'esprit pour être en mesure de supporter qui que ce soit. Et c'est pour ça que je dois concentrer mes énergies sur ce que je pense qui est ma mission. Et au niveau du temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le confinement post-Covid, les événements qui se passent aux États-Unis, c'est comme si nous avions souvent vécu ensemble. Vécu ensemble a toujours été comme un modus operandi, mais il y a comme quelque chose qui se passe, qui arrive, que c'est comme si on réapprend à vivre ensemble. Et je ne sais pas si tu as la même impression. Est-ce qu'on a réellement vécu ensemble? Moi, je suis pas sûre. Je pense pas qu'on vit ensemble. Je pense qu'on se tolère. Je pense qu'on tolère l'un et l'autre. On vit pas ensemble. Non, je ne pense pas. Et donc, cette tolérance nous a amené à mettre un peu de côté les actes concrets du vivre ensemble. Alors. Oui, et même on ne communique plus autant. Donc, on communique de façon virtuelle. On n'a pas ces communications où on a des conversations comme ce qu'on est en train de faire, en fait. Les conversations profondes arrivaient de moins en moins. Je pense que ces temps-ci, moi, j'en ai beaucoup plus avec des gens. Mais le fait de ne pas aller au fond de certains sujets et d'avoir ces conversations-là, je pense que ça causait c'est une apparence de vivre ensemble. On avait l'impression qu'on vivait ensemble, mais on ne vivait pas ensemble. Le fait de... Certains parlent d'une fake image, permettez l'anglicisme. Mais il y a également qu'on a chacun et chacune un héritage dont on porte avec nous, et puis que l'on trimballe dans tout ce qu'on fait. Et puis parfois, il faut savoir faire la part des choses. Un dosage entre le moi et ce qui est dans mon milieu ambiant. Oui, mais je pense que c'est quand on revient à quelle est notre mission, et moi, j'essaie de le voir beaucoup plus comme ça. Quand je fais quelque chose, c'est quoi mon objectif? Quelle est ma mission? Et j'essaie d'enlever le moi, mon ego de tout ça, parce que je sais que quelqu'un peut me dire, oui, mais ça serait... pourquoi tu as fait ça comme ça? Et peut-être que le fait que la personne demande pourquoi tu as fait ça comme ça, c'est peut-être pour comprendre. Mais il y a peut-être mon ego qui va aller au-delà de ça tout de suite, qui va dire, mais pourquoi il remet en question ma façon de faire les choses? Est-ce que ce sont les limites du vivre ensemble, selon toi? Il y a pas... à ce moment-là, quand ça se passe comme ça? Non, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite puisque c'est indispensable. Exactement. Il n'y a aucune limite pour moi au vivre ensemble. Il n'y a absolument aucune limite. Et oui. Non. Et en terminant, donc, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur les modèles, qu'est-ce qui pourrait favoriser les mécanismes de vivre ensemble pour
entrevoir le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et de demain peut-être? Moi, je pense que la première des choses, c'est la communication. Communication, oui. Parce qu'avec la communication, on finit par accepter la différence et accepter les autres, accepter ce qu'ils ont comme choix et pas leur... on parle plus de leur façon de faire. On parle vraiment, est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on s'entend sur certains principes? On a tous des façons différentes de faire. Et il y a plusieurs solutions. Et je pense que maintenant, il faut commencer à penser à des solutions globales plutôt qu'à des solutions individuelles ou à des solutions régionales. Il faut aller beaucoup plus sur le global, comme la solution dont je t'ai parlé, un système monétaire global, une monnaie universelle qui aussi ramène, à ce sur quoi je veux travailler. Donc mettre l'accent sur les choses qui nous amènent ensemble, qui nous amènent dans la vision commune. Dans la recherche de solutions communes. Des solutions communes. Et puis, mais certains pourraient peut-être être en train de nous écouter et dire que nous sommes des utopistes, des rêveurs, mais le monde a été fait avec des idées, je pense. Oui, exactement. Et le monde, si on regarde la planète Terre, est-ce qu'on n'était pas tous un continent et tous un peuple à la base? Et il y a eu des divisions. La meilleure chose, c'est de rassembler encore une fois, non? Donc, il faut penser global. C'est... Et bon, et puis la jeunesse, la dernière partie des jeunes, tu parlais de maman d'une adolescente. Moi, papa d'un adolescent et puis des 3 enfants donc, qui sont là. Et puis qu'est-ce qu'on leur lègue là? Dans quel genre de monde on veut donner à ces gens-là? Je pense qu'ils sont... je suis contente de les voir beaucoup plus activistes que nous le sommes même. Ils sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus conscients des impacts internationaux. Je les trouve plus ouverts au monde que nous, on l'a été. Donc, je pense que l'héritage qu'on leur donne est, malgré ce qu'on peut voir, est excellent et... ils vont avoir des outils pour mettre des solutions qui sont plus long terme que ce qui est là en ce moment. Et il faut absolument commencer à leur donner plus de place dès maintenant parce que c'est leur monde qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. Et puis, je pense qu'une des choses où on se rejoint dans ce que tu dis, c'est que ces gens-là ont compris des tas de choses et puis ils sont beaucoup plus avant-garde aujourd'hui. Et puis, ils ne se laissent pas piler dessus. Et puis, ils participent et ils veulent que les changements soient des changements un peu plus immédiats. Oui, et ils sont... et je pense qu'en ce moment, on est à la limite où ils peuvent encore accepter notre support. Donc, si on ne donne pas la place aux jeunes, la place de leur poids dans la société, ils ne nous écouteront pas et on aura gaspillé un transfert de savoir. Une opportunité de transfert de savoir. En tout cas, merci encore infiniment d'être passé à Vivre Ensemble, Oriana Gavirango. Merci. Activiste, politicienne, maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc en 10 secondes? On peut nous souhaiter la fin de la pauvreté. Voilà. En tout cas, merci encore d'être venu à Vivre Ensemble. Et puis, on reste dans nos communications. Allez, et à vous. Merci, Jean-Marc. On vous retrouve dans la prochaine édition de Vivre Ensemble. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, l'animateur Nicolas Saint-Pierre d'Unique FM nous donnera tous les détails sur la couverture du sport à la radio. Par la suite, le physiothérapeute Arthur Coinco nous dira comment garder la forme dans le confort de notre salon. Finalement, nous découvrirons les différentes expositions du Musée canadien de la nature disponibles sur leur site Internet. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers.
Cette semaine à l'émission, on va faire un tour en France. On va y faire des cuisses de grenouille, des carreaux d'agneau avec sa ratatouille et puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ensuite, je vais mettre des arbres qui est un jaune. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.